partir du moment où nos enfants connaîtront leur histoire, ils n'iront pas chercher ailleurs une autre identité. Il a occupé tout le territoire, même si Vermina et la descendance de Sifax ont continué de résister. Mais Massinissa l'avait emporté, et la preuve qu'il l'avait emporté, c'est que quand Messipsa il meurt en moins 118, il y a le partage entre Yemsal, Jugurtha. Milan Huble, l'historien tchèque, disait: pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Puis quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture et leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était. Et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. C'est pour son combat contre ce cheminement que je considère l'archéologue Abdelrahman Khalifa plus qu'un gardien de notre patrimoine humain et historique, un vrai moujahid qui se sacrifie pour défendre notre mémoire collective que les gardiens de la simulation voudraient effacer pour nous modeler une autre mémoire à mesure que le besoin se ferait sentir. Montagneux, au nord-ouest de Tlemcen, Marseille, dans la rue africaine. J'ai fait mes premiers sondages en 70. Le sous-sol de Honen était... Tlemcen, je connaissais son importance. Le terroir, c'est lui qui fabrique l'État de la capitale. Et ma Cécile Tlemcen d'abord, arrivait des musulmans en Afrique du Nord, non loin de Tlemcen, près de Nimoun, Al-Tabat, capitale des Lumières. Nous ne sommes pas nous avons des civilisations. La Kara, les Gondouzides, que nous avons été païens, juifs, chrétiens, puis nous avons été musulmans. Portucis Asfratres de port qui, dans l'Antiquité, étaient signalés comme étant des points d'apostat. À un moment artistique, un semblant de civil est appelé Gipsar, les monts Alcoéi, c'est-à-dire les monts cuivrés, les Ikédan, on écrit au Négam, et il y avait un dieu local qui s'appelait Olympus, et qui, au sous-sol de Honen, qui étaient des Benou Ifren, étaient des Benou Fetten, étaient des Marabouts. Ce site de Honen, lieu de naissance de Abdelmoumen Ben Grand, Abdelmoumen Ben Ali, Al-Mouahidi. Nous avons une histoire ancienne de 2 millions d'années et un pays de vieille civilisation dont les personnages historiques sont légion. L'archéologie est une science vitale pour la gérer, dont le sol renferme des milliers de documents non exploités ainsi que différentes inscriptions, libyques, latines ou arabes, inestimables qui peuvent apporter une nouvelle écriture de l'histoire. Depuis l'indépendance, il y a eu des fouilles entreprises par des archéologues algériens qui ont enrichi notre histoire, dont l'illustre Abdelrahman Khalifa, qui a eu la chance, après avoir eu une licence d'histoire, de participer à des fouilles, Tbessa, Cherchel, Tipazan, ainsi qu'une prospection archéologique dans les Aurès, Cherchel, puis dans les Trara, dans la région de Tlemcen. Après sa thèse de doctorat à Aix-en-Provence, on l'a vu dans la discipline Histoire et archéologie dans la thèse Contribution à l'étude des villes médiévales du Maghreb central, Honain et son terroir, fait ici des textes relatifs à Honain et sa région depuis la préhistoire et la période contemporaine. De plus, elle présente les fouilles qu'il avait effectuées avec mise à jour d'un quartier de maisons, tel que décrit par Léon Africain, de son vrai nom, Mohamed Hassan Al-Wazan. Les salles meublées sans âme de nos musées qui ont diabolisé l'histoire ont poussé Abdelrahman, dont la vie fut consacrée à l'étude de l'histoire jusqu'à l'antiquité de notre Algérie.
une histoire vieille de 2 millions d'années, a dédiabolisé la période antique et nous l'a présentée lors de ses débats ou excursions qu'il propose directement à la population via son groupe Facebook. Quand on commence à écouter Abdelrahman Khalifa, on cesse de faire autre chose. Il a le don de capter l'attention de l'assistance lors de ses communications et nous faire aimer ce qu'il défend. Connaissant à fond son domaine, il ne craint ni la contradiction ni d'être mené aux profondeurs du débat. C'est un passionné de son domaine de prédilection, l'histoire, l'archéologie et tout ce qui touche aussi notre patrimoine humain et historique. Mon admiration pour M. Khalifa est alimentée aussi par le fait qu'en plus des nombreux débats qu'il anime volontiers, il est présent parmi le public lors de tous les séminaires qui ont trait à l'histoire de l'Algérie. Lors de ses communications, il met volontairement des photos pour illustrer ses textes, des preuves matérielles de notre histoire, mais malheureusement on voit de disparaître du fait de l'ignorance des hommes. Chaque ville remonte à la grande antiquité avec un continuum très riche. Alger, Constantine, Tbessa, Annaba, Tlemcen, le Mzab, ce sont autant d'histoires locales qui recoupent la grande histoire de notre pays. لدينا تاريخ عظيم عمره مليوني عام وحضارة عريقة وشخصيات تاريخية مميزة. علم الآثار هو علم مهم بالنسبة للجزائر، حيث يحتوي سطح الأرض على ملايين من المعلومات الغير مستغلة، بالإضافة إلى نقوش مميزة ومختلفة التي بإمكانها إضافة معلومات جديدة لتاريخنا. منذ الاستقلال أقيمت الحفريات من طرف العديد من علماء الآثار الجزائريين، ونذكر منهم عبد الرحمن خليفة الشهير الذي كان محظوظا بعد أن حصل على شهادة جامعية للمشاركة في حفريات تبسة، شرشل، تيبازا، وعدة بحوث أثرية في الأوراس وشرشل ثم في طرارة في ضواحي تلمسان. بعد قيامه برسالة الدكتور في إكس-أن-بروفنس، التقينا بالبروفيسور خليفة في مادة التاريخ وعلم الآثار في رسالته المساهمة في دراسة مدن القرون الوسطى في المغرب العربي الأوسط، هونيل وضواحيها، حيث منها استخرجت النصوص المتعلقة بهونيل وضواحيها من فترة ما قبل التاريخ إلى التاريخ المعاصر. بالإضافة إلى ذلك فهو يعرض الحفريات التي قام بها مع تبيين حي من المنازل كما وصفها ليون الإفريقي اسمه الحقيقي محمد حسن الوازان. قاعات المتاحف المملوءة بدون روح التي نزعت عنا حب التاريخ دفعت عبد الرحمن ليكرس حياته من أجل دراسة تاريخ الجزائر منذ العصور القديمة، تاريخ عظيم عمره مليوني عام، لجعل هذه الفترة القديمة معروفة لدى الجميع ولتقديمها لنا خلال محاضراته ورحلاته الثقافية التي كان يعرضها مباشرة إلى الناس عبر مجموعته في الفيسبوك. عندما نستمع لعبد الرحمن خليفة نرى أنه لديه القدرة على جذب انتباه الجمهور أثناء محاضراته، فهو لا يخشى التنافس أثناء المحاضرات. إنه متحمس لمجال اختصاصه والذي هو التاريخ، علم الآثار، وكل ما يلمس أيضا تراثنا الإنساني والتاريخ. إعجابي بالسيد خليفة يزداد لأن بالإضافة إلى العديد من المحاضرات التي ينشطها بحماس، فهو يحضر جميع الندوات التي تتعلق بتاريخ الجزائر. أثناء محاضراته يضيف عدة صور لنصوصه لوضع دلائل مادية على تاريخنا، لكن للأسف نحن نرى نسيان تاريخنا بسبب جهل الناس. كل مدينة يرجع أصولها إلى العصور القديمة مع أساطير محلية كثيرة، لكل منها تشمل تاريخ بلادنا العريق.
بمجرد أن يعرف أطفال الجيل القادم قصتهم فإنهم لن يبحثوا في مكان آخر عن هوية أخرى. Est-ce qu'il est utile de vous présenter? Il fait partie de cette magnifique génération qui a fait le NS Cuba dans les années 60 et qui a donné des Abdelkader Djernoul, des Ali El Kenz et autres intellectuels algériens majeurs. Homme d'une érudition fascinante, M. Khalifa a soutenu sa thèse de doctorat en histoire et archéologie à l'université d'Aix-Marseille en 1993, une thèse intitulée « Contribution à l'étude des villes du Maghreb central, Hunayn et son terroir ». Cette thèse est le résultat d'une longue recherche, mais aussi et surtout d'une fouille très importante qu'il a dirigée entre 1980 et 1989. En dehors de sa pratique en tant qu'historien et archéologue, M. Khalifa a occupé de nombreuses fonctions clés qui l'ont mis au contact direct du patrimoine culturel algérien et des problèmes de sa protection et de sa sauvegarde. Il va aujourd'hui, riche de son parcours et de son expérience, nous parler de ce très important site médiéval qu'est Hunayn, qui a fait l'objet de nombreuses publications de M. Khalifa. Hunayn qui a vu naître l'Almohad Abdelmoumen Ben Ali, le seul maghrébin à avoir réussi à unifier l'ensemble du Maghreb à une époque où ce dernier était à son apogée que l'on peut faire durer jusqu'au XIVe siècle d'Ibn Khaldoun. À l'époque zionide, Hunayn a joué un rôle extrêmement important comme porte de sortie sur la mer du royaume Zénet et donc comme point de contact commercial entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Je n'en dis pas plus et laisse M. Khalifa vous emmener vers cette époque vaste. Merci M. Toiti pour ces paroles pleines de gentillesse que peut-être je ne mérite pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand la première fois M. Barli m'a demandé de venir sur le site de Hunayn, je dois dire que j'étais complètement perdu. Même si ma femme était de Tlemcen, il était difficile pour un Tlemcenien d'aller jusque du côté de Hunayn parce que les sentiers étaient très sinueux à la montée. Donc il fallait monter les Traras. Et les Traras, c'est un complexe montagneux de près de 100 km sur la côte, au nord-ouest de Tlemcen. Et je me rappelle quand j'étais monté avec cette aronde sur le Snil, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux faire une thèse de doctorat là-dessus? Parce que j'avais lu ce qu'avait écrit en 1928 Marseille dans la revue africaine. Et je me suis posé la question et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je suis arrivé dans un village où il n'y avait pas 500 habitants, où il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'épicerie, etc. Les gens allaient chercher leur pitance du côté de Tlemcen. Et donc, je me suis trouvé là, sans électricité, sans eau. Les gens ne comprenaient pas ce que je venais faire. J'ai fait mes premiers sondages en 70-71 et les premiers sondages ont montré, que le sous-sol de Hunayn était très riche. Et moi, je n'avais pratiquement aucune idée de ce qu'était cette ville-là.
Et je me suis mis donc à étudier, à écrire. Et puis, j'ai pensé, j'ai dit, en fin de compte, pourquoi cette ville? Et Tlemcen, je connaissais son importance, mais je n'avais pas encore envisagé l'ensemble de l'importance historique de cette ville ou de cette région. Ce n'est que par la suite que je me suis rendu compte que disons, le terroir, c'est lui qui fabrique l'État. Et j'ai cherché loin, et puis j'ai dit, mais à côté de Honein, à 20 km à vol d'oiseau, il y a Siga. Il y a donc la capitale des Macéciles. Ici, il y a une capitale, ici, avant la Tlemcen Zayanide, ou avant la Tlemcen d'Aboukhara, j'ai dit, il doit y avoir quelque chose. Et puis en creusant un peu plus, j'ai vu que à l'arrivée des musulmans en Afrique du Nord, il y avait, non loin de Tlemcen, à une trentaine de kilomètres, à Oued El Mimoun, Al-Tava, la capitale d'un royaume mort et des Romains. Ce royaume, c'était le royaume de Mazouna. Mazouna qui a donné son nom à la ville de Mazouna, chère à mon ami Nadir et à Jacques Berck. Et donc, Mazouna était un prince berbère. Et j'ai dit, bon, s'il y a cette triangulation entre Mazouna, entre Siga, Mazouna et Agadir, Pomaria, il y avait donc quelque chose qui faisait que il fallait creuser. Il fallait creuser, non seulement dans les documents historiques, mais aussi sur, disons, le terrain. Et c'est ce qui fait que j'ai tardé, parce que c'était les aléas de l'administration pour avoir de l'argent, etc. Heureusement que j'avais des amis au niveau du plan, etc., qui m'ont aidé, parce que le ministère était plus ou moins réticent. Et pour ceux qui connaissent M. Belmimoun, qui était DPAT à l'époque, donc ici à la Wilaya, qui régnait, disons, de tout son poids, parce que c'était lui qui avait les finances. Bon. Et quand on l'a appelé d'Alger, il m'a donné donc une enveloppe budgétaire pour pouvoir travailler. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, au-delà de ce que peut dire l'Aloui, parce que après j'ai écrit un livre sur Alger, puis j'ai écrit un livre sur Constantine, Cirta Constantine, la capitale céleste, puis j'ai écrit un autre livre sur Tlemcen, capitale du Maghreb central, et le dernier que je viens de finir, donc que j'ai terminé, et qui était Béjaïa, capitale des Lumières. J'ai voulu aller, si vous voulez, dans le sens contraire de la vision qu'avait Abdallah al-Alaoui. Abdallah al-Alaoui, pour lui, les États, c'est soit l'Est, avec Al-Qayrawan, Raqada et Mahdia, et après Tunis, soit l'Ouest, Fès, Marrakech et Meknès après par la suite. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et il fait du Maghreb central quelque chose qui est, disons, un lieu de passage. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Nous ne sommes pas des nomades. Nous avons des civilisations. Et chaque ville de ce pays a un substrat, a des couches stratigraphiques qui viennent de la plus ancienne des couches, à savoir le paléolithique inférieur. Ici, on a le lac Arar, près d'Aïn Youssef, on a Ouziden, les grottes d'Ouziden, donc qui montrent qu'il y avait déjà des populations.
il y a au lac Arar 1 million d'années. Donc ce n'est pas peu dire. Et je crois en la continuité des populations, comme je crois en la continuité des religions. C'est-à-dire que nous avons été païens, nous avons été juifs, nous avons été chrétiens, puis nous avons été musulmans. C'est dans l'ordre des choses. Et peut-être que demain on sera autre chose. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis rendu compte que si on regardait les textes anciens, comme l'itinéraire d'Antonin, par exemple, il détermine entre Portus Sigelis Benissaf jusqu'à Alstratrès, pour la seule partie algérienne, un certain nombre de points, de ports, qui, dans l'Antiquité, étaient donc signalés comme étant des points de mouillage ou d'accostage. Et donc, pour Honeim, j'ai vu que Honeim, c'était à un moment articiga, c'est-à-dire un semblant de ciga, puisqu'il y avait le mot art, je ne sais pas, disons ce préfixe. Puis, après, la ville s'est appelée Gypsaria, c'est-à-dire qu'il y avait du gypse, et là aussi j'étais étonné qu'en haut de Honeim, il y avait une coopérative d'anciens moujades qui fabriquait du gypse. Et donc, j'ai dit que quelque part, il y avait ce continuum que je cherchais et qui me permettait d'avoir d'avoir une vision assez complète des populations qui ont été. Alors, on a bien sûr des textes anciens qui nous donnent, comme Ptolémée, qui nous donnent les populations, et on voit là que là aussi les populations se ressemblent. On a les Péditanie, mais on a à côté les monts Calcoéi, c'est-à-dire les monts cuivrés, puisqu'on trouve dans la région de Razawat du cuivre, etc. Et on a au niveau des populations, on a les Ikedani. Et pour ceux qui connaissent le Tlemcenien, son voisin du Maroc, ils savent que de l'autre côté, il y a Kebdana. Donc, ces rapprochements font qu'il y avait là des populations qui étaient très anciennes. Bon, si on se réfère à Pomaria, donc il y avait là un camp romain qui montrait que cette région avait été occupée par par Rome, et on a au niveau du musée des Antilles, du musée de Tlemcen, un certain nombre de stèles épigraphiques qui montrent que on écrivait en latin, et il y avait un dieu local qui s'appelait Oliswa, et qui donc était adoré par les... Et donc, ce qui faisait cette unité, c'était la Tafna. Et cette Tafna qui, en moins de 206, avait permis à Hasdrubal et à Scipion de prendre, donc d'entrer avec leur bateau jusqu'à Siga, parce que le fleuve était navigable. Et même à l'époque d'El-Bekri, il nous dit que le fleuve était navigable. Alors, donc, en allant un peu plus loin, bon, ça c'est l'île de Rajgoun, et là aussi, il faut rétablir un certain nombre de choses. C'est que Villimo et Camps ont découvert ici, sur cet îlot, ils ont découvert des ossements qu'ils ont attribués à des Hispanos, des habitants de la péninsule ibérique, parce qu'on avait trouvé des objets
en bronze, etc. Ils ont dit c'est pas possible que ce soit la population locale, ils étaient trop attardés, etc. Et donc ça ne peut être que hispanique. Ce qui par la suite va être démontré. Ici donc une jarre d'époque phénicienne qui a été trouvée. Et donc ça c'est un fratresse près de Razawet. Et la côte, cette côte des Trara, que des gens comme Strabon disent qu'elle était inaccueillante parce qu'il n'y avait pas beaucoup de points d'ancrage. Et donc, bien sûr que je me suis attaché, parce que pour moi, l'histoire de mon pays ne se coupe pas. L'histoire de mon pays, c'est un tout. Depuis donc la préhistoire jusqu'à maintenant, nous sommes les mêmes hommes, mais avec des parlers différents, avec des religions différentes, mais nous sommes le substrat de ces hommes qui ont habité Pomaria, qui ont habité Agadir, qui étaient des Benu Ifren, qui étaient des Benu Fetten, ou qui étaient des Mahrawa. Et donc, je me suis intéressé à à cet aspect-là. Et j'ai vu que, en regardant la carte de Salama, qu'il y avait un certain nombre de points qui n'étaient pas aussi importants que dans la partie est, mais qui étaient quand même importants dans la mesure où la vallée de la Tafna a été une voie de circulation, puisqu'on a trouvé des bornes milliaires, etc. Et à ce moment-là, donc, quand j'ai commencé à faire ma fouille, j'ai commencé donc en 71-72, j'ai fait 2 années, et après il y a eu une interruption parce qu'il fallait trouver l'argent, etc. Et j'ai vu ce site de Honel, que je ne reconnais plus maintenant, et j'ai peur demain d'y aller parce qu'on m'a signalé beaucoup de dégradation, beaucoup de destruction, et disons que ça fait mal au cœur parce que pour moi c'est un site majeur, pour moi c'est un site plus qu'important puisqu'il est, vous le savez, le lieu de naissance de Abdelmoumen Ben Ali. Et Abdelmoumen Ben Ali, donc voilà cette table-là, cette table de Moué, ou donc Tejra, c'est au pied de cette montagne, ici, donc, que est né le grand Abdelmoumen Ben Ali al-Mouahidi al-Koumi. Et, bon, ici c'est disons, le Siga, parce qu'il faut faire toujours le rapprochement avec Siga. Ce qui est malheureux là aussi, c'est que quand vous avez Siga, on vous vend ces monnaies-là, on vous les vend, alors que sur le Mazar, le corpus des inscrits de la numismatique numide et mauritanienne, cette pièce-là est marquée de 4 fois R. Ça veut dire rare, 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 rare. Eh bien, elle se vend pour des bouchées de pain. Et je ne vous dirai pas, parce que vous êtes conscient, je ne vous dirai pas d'en acheter, parce qu'avec ça, vous pouvez vous payer un séjour en France, avec une seule pièce. C'est vous dire l'importance, et les nôtres, là-bas, les jeunes gardiens ou les jeunes bergers, vendent ces pièces à qui veut les prendre. Et ce qui est en plus malheureux, c'est que le mausolée de Sifax, dit de Sifax, puisque Sifax est mort à Rome, le mausolée de Sifax a été fouillé clandestinement il n'y a pas longtemps. Donc on a creusé pour trouver je ne sais quel trésor, et c'est malheureux parce que il est unique dans sa forme, et malheureusement, donc il n'est pas gardé ce mausolée des Néerlandais. Ici, donc ce sont des amphores qu'on a trouvés dans la région, mais ce qui est important, c'est que au 7e siècle, on a une carte, 7e, 8e siècle, on a une carte
des tribus qui habitaient donc cette région d'Etrar, avant qu'elle ne soit habitée par les Bni'abed et les Kounia, etc. Et là, on voit qu'il y a donc les Mahrawa, les Benu Israël et les Benu Fettan, et qu'il y a des Marila, et que sur la partie ouest de Botkis, on a des Romara. Ces Romara vont par la suite alimenter donc une révolte. Et donc c'est dans ce contexte-là que un monsieur comme el-Bekri, Abu Ubaydullah al-Bekri, qui écrit au XIe siècle, donc il meurt en 1094, et c'est lui le premier qui donne la description du littoral orano-tlemcenien. Donc depuis Marsan-Dar jusqu'à Razawat, il donne la liste des points. Et comme on sait que El-Bekri n'est jamais venu au Maghreb, qu'il a fait sa description de l'Afrique sans à partir de la bibliothèque de Cordoue. Comme on sait que il a fait les Omeyyades de Cordoue étaient très intéressés par cette région-là, puisqu'elle a été le théâtre d'affrontements directs entre les Omeyyades d'Espagne et les Fatimides de Mahdia au Xe siècle. Pourquoi ils s'affrontaient? Ils s'affrontaient uniquement pour des raisons économiques, à savoir, il fallait contrôler la route de l'or. Et donc, les Omeyyades d'Espagne s'appuyaient sur donc, les Énatas de la région de Tlemcen, et les Fatimides s'appuyaient sur les Zirides, les Sanhaj Zirides, et ils ont avancé jusque donc à la Moulouya et même au-delà, puisque des généraux fatimides, dont Ziri et dont Bologhine ibn Ziri, sont venus jusque à Tlemcen, et en 971, Bologhine avait déporté la population de Guédir pour l'emmener à Achir. Et donc, il y a eu, si vous voulez, il y a eu un affrontement là. Et cette région-là a été, tout de même, il faut le dire, aussi la zone préférée des Idrissides. Et on sait que les Idrissides, Idriss al-Awwal qui a occupé Tlemcen, et par conséquent tout le littoral donc orano-tlemcenien, dont Hunayn, il envoie donc un certain nombre de points. Donc il y a un foisonnement, on se demande pourquoi, mais on le sait, il y a un foisonnement disons, d'agglomérations, comme Ternana, comme Djerawa, comme Ashgoul, et là on se rend compte que ces agglomérations, elles fleurissent parce qu'il y a un apport en argent. Il y a un apport qui vient donc du sud, puisque vous savez que Sijil Massa a été donc fondé par les Berbères Meknassa en 760, et que c'était le grand boulevard, ce qui allait devenir le grand boulevard Cheniki, Walata, Aoudaost, etc. Et ça montait jusque-là. Et après, on verra que c'est une des raisons, parce que Hunayn a été donc un des points d'ancrage, je vous le dirai tout à l'heure. Il fallait contrôler cette route de la Moulouya. Cette route de la Moulouya qui était algérienne. Cette route de la Moulouya, parce qu'on oublie que ce sont les Zirides de Tlemcen qui ont fondé Oujda. Donc Oujda
était une agglomération qui drainait vers elle l'or qui passait par la suite en Espagne. Vous savez que c'est grâce à cet or-là que les Omeyyades d'Espagne ont battu monnaie en or. Et donc, quand vous voyez ces Mersa Madar, Camerata, Tinkrant, Sidi Sangram, Lourdania, etc., on peut les voir, on peut voir encore les ruines de ces points, de ces guets, dont Ibn Marzouk al-Tilimsani dit qu'au XIVe siècle, on pouvait allumer un feu à Asfi, Safi, et en moins d'une heure, ça arrivait jusqu'à Jazair Bani Mezrana. Donc sur les points, sur ces tours de guet qui sont sur cette côte-là, chacun allumait sa torche pour dire attention, il y a danger, il y a des pirates. Et ça, ça a été de tout temps. Parce que non, on ne sait pas que par exemple les Vikings sont arrivés à Nakour, à côté de Hunayn. Donc c'est une réalité. Donc cette Méditerranée au départ n'était pas simplement musulmane, mais elle a attiré les convoitises d'autres peuples qui venaient du nord. Et ce qui est aussi à signaler, avec l'occupation d'Idriss, puis d'Idriss Thani, et pour vous dire l'importance à l'époque de Tlemcen et de sa région, c'est que Harun Rashid, quand il apprend que Tlemcen est occupé par Idriss el-Hououi, il dit celui qui occupe la porte occupe la maison, donc il faut le liquider. C'est comme ça qu'il envoie des espions pour tuer Idriss, qui meurt empoisonné. Mais on sait de Idriss qu'il a, on le sait pour Tlemcen, on ne le sait pas pour Hunayn, qu'il a fondé la mosquée d'Agadir. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'à cette période-là, on voit que l'urbanisme de cette côte-là, de Nakour, de Taoun, de Djerawa, Hunayn, etc., s'est fait sur le même moule. Et la dernière fois, quand j'étais avec mes amis de Histoire et Patrimoine à Ténès, vous avez la même configuration que celle de Hunayn. J'étais étonné, je leur ai dit d'ailleurs, j'ai l'impression de me retrouver à Hunayn. Ça veut dire que c'était le même architecte qui avait fait ces points sur la côte. Et alors, malheureusement, je vous montrerai tout à l'heure, la ville de Hunayn, au départ, était une qasaba, était une forteresse, était un simple point sur un promontoire. Et donc, j'avais demandé à mon ami Salim Chaker, qui anime l'encyclopédie berbère, je lui ai posé la question du mot Ahnay, parce que les gens là-bas à Hunayn ne disent pas Hunayn, ils disent Ahnay ou Ahnay. Et Ahnay en berbère veut dire le promontoire. Et c'est une position de promontoire parce que la kasbah de Hunayn, qui est au-dessus du port, que les gens de Hunayn appellent Dar Sultan, donc ils ont une mémoire collective qui dit qu'il y avait un sultan là. C'était fait dans le sens d'abord d'un point militaire, d'abord d'une forteresse, puisque El-Bekri dit Hisn Hunayn. Et vous savez, quand j'ai étudié les textes,
que le Bekri dit, bon, Hisn Hunayn, il y a beaucoup de jardins, d'arbres fruitiers, etc., etc. Mais il donne le nom de Hisn. Et il le rattache à Mdrouma. Il dit, c'est à donc 2 lieues de Mdrouma. Donc, j'ai interprété cela comme étant le débouché naturel de Mdrouma, et où c'était simplement une ville, un point militaire, une garnison militaire, avant que les textes changent, comme Ibn Saïd al-Dalousi, comme al-Idrissi, etc., qui parlent d'une ville qui a des remparts, qui a des bazars, qui a des masjid jama, c'est-à-dire une mosquée cathédrale, donc qui montre qu'elle prend de l'importance. Alors, ce que vous voyez là, c'est un début de rempart, l'un des premiers remparts de Hunayn avant qu'il n'arrive à la rivière. Et malheureusement, ça a dû partir, ça a dû disparaître. Donc c'est une écriture de notre histoire qui est partie, parce que on ne la retrouvera, je ne pense pas qu'on puisse la retrouver. Et voilà, voilà Hunayn, la partie bâtie qui ne ressemble à rien. Et ça c'est la mosquée de Mdrouma, qui a été donc occupée par les Almoravides. Et si les Almoravides ont occupé et ont installé un bain et un masjid jama, c'est que Hunayn faisait partie de ce pays almoravide, et les Almoravides, quand ils ont pris Tlemcen en 1045, ils avaient effectivement ouvert un boulevard pour donc acheminer, pour faire de Tlemcen et son littoral un terminal de l'or. Voilà donc l'inscription de la mosquée de Mdrouma, avec son bain, que nous visiterons demain. Et voilà le site de Hunayn, avec donc cette porte-là, qui n'en est pas une, mais qui montre un peu, disons, cette ville de Hunayn. Alors cette ville de Hunayn, elle va prendre une importance. Elle va prendre une importance parce que il y a un enfant qui naît là, qui s'appelle Abd al-Mumin ben Ali. On dit que son père était potier, et il est de la tribu des Komiya, actuelle tribu des Bni Abd. Et Abd al-Mumin, on sait qu'Abd al-Mumin, il vient à Tlemcen, il est accompagné par son oncle, et il va sur Béjaïa, parce que Béjaïa était le pôle culturel et le pôle économique du Maghreb. Et Abd al-Mumin va avec son oncle, il arrive à Béjaïa, et c'est là qu'il rencontre Ibn Tumert. Quand il est à Béjaïa, il entend parler d'un faqih qui casse les jarres de vin, qui frappe les hommes parce qu'ils ont des boucles d'oreilles, qu'ils sont habillés, qu'ils ont des sandales dorées, qu'ils boivent du vin, etc. Et donc, on dit maintenant, Abd al-Mumin Ibn Tumert fait le buzz. Tout le monde dit, qui c'est ce monsieur, etc. Et il se réfugie à Mellala, à 7 km de Béjaïa, et Abd al-Mumin dit, il faut que j'aille voir, il dit à son oncle, il faut qu'on aille voir ce faqih dont tout le monde parle, etc. Et là, il y a une rencontre magique qui est décrite par Abu Bakr al-Sanhaji, dit Al-Baydaq, le pion, qui dit, quand Abd al-Mumin rentre dans la mosquée de Mellala, tout de suite il est interpellé par Ibn Tumert, qui lui dit viens. Donc il y a un certain nombre de disciples
Et c'est lui qui choisit. Et il lui dit, tu t'appelles comme ça, etc. Et l'autre, il lui dit, et qu'est-ce que tu vas faire? Il lui dit, je vais aller en Orient. Et il lui dit, tu n'as pas besoin d'aller en Orient. Tu vas faire avec nous, tu vas venir avec moi, parce que tu es promu à une destinée incroyable. Et c'est ce que fait. Et là où il passe, et il passe ici à Tlemcen aussi, donc là où il passe, vous lisez les documents inédits d'histoire al-Muhad, qui ont été édités par les livres provençales, et on a le texte donc de Beydach, qui est d'une beauté émotionnelle intense, et il nous raconte ce voyage du retour d'Ibn Toumer. Bien sûr, il s'arrête à Hunayn, c'est son village natal. Et quand Abd al-Mumin Ben Ali prend donc la tête du mouvement al-Muhad et qu'il vient conquérir Tlemcen, la première des choses qu'il fait, il installe sa base à Hunayn. Et c'est de là qu'il envoie différents corps expéditionnaires pour conquérir le territoire. Et vous savez que Ali ibn Youssef ibn Tashfin, il meurt donc sur la montagne du Mojajo, à Oran, son cheval glisse et il tombe de la falaise. Et nous avons un détail de ce siège de Abd al-Mumin, ici à Mansoura. Quand vous prenez la montée de l'Elasti, vous avez deux gros rochers qu'on appelle Sakhratain. Et donc ces deux gros rochers, c'est là où l'armée de Abd al-Mumin s'est installée. Et on a Alors, pour en revenir à Hunayn, Marseille a pris cette photo vers 1928. Elle n'existe plus. C'est bas de Bahar. Elle était comme les mosquées, elle est comme la porte sarrasine en plus haut de Béjaïa. Elle était comme la porte de Sla, Salé. Hein. C'était un vestige. De ce vestige, il ne reste plus rien. Voilà une image de rêve pour les Algériens. À savoir que c'est une photo de 1928, c'est le site de Hunayn. Imaginez le site de Hunayn sans aucune maison. Ça aurait été le paradis des archéologues. Et on aurait pu tirer de là des multitudes de renseignements. Et malheureusement, ce rempart qui donne vers la mer, il est complètement mangé par des habitations qui se sont accolées. Certaines même ont fait des portes, ont creusé. Et donc, la porte qui menait donc du port à l'intérieur de la ville, et c'est là que je suppose qu'il y avait les services des douanes, donc et des commerçants. Ce site-là a été malheureusement dégradé, atrophié, quand les Français, dans les années 50, ont fait un village de regroupement ici. Ils ont créé un village de regroupement et évidemment toutes les données qu'on pouvait historiques ont été et là nous avons dans les années 60 ce qui était Hunayn. Alors j'avais obtenu à l'époque le départ des habitants de Hunayn pour qu'ils aillent sur la colline, sur les montagnes, de l'autre côté. Tous les habitants de Hunayn ont souscrit. On a commencé donc à leur construire
de l'autre côté du rempart. Malheureusement, par la suite, il y a eu triche. C'est-à-dire que ceux qui ont été logés de l'autre côté, ils ont dit, on a nos enfants qui sont mariés, etc., il faut leur donner, etc. Donc c'était un peu le même processus que la Casbah d'Alger. Vous voyez là le rempart, comment les maisons ont été construites, et maintenant c'est encore ça, ce sont des images des années 80, 90. Maintenant n'existe plus. Ça c'est la porte nord. Bon, heureusement qu'elle a été consolidée, mais elle ne donne pas, si vous voulez, la dimension de la ville médiévale. Et je regrette que le directeur ou le chargé de la circonscription archéologique de Tlemcen ne soit pas là, parce que, vous savez, quand on va maintenant dans les musées, ou quand on va dans les sites historiques, on nous dit qu'il ne faut pas photographier. Ça, c'est la règle. Il ne faut pas photographier. Pourquoi? Parce qu'on a décidé. Quand on leur dit, on dit, mais pourquoi on ne peut pas... Tout le monde connaît ça, on peut voir sur Google, il faut ouais. Et donc, l'interdit administratif existe. Mais l'interdit à quelqu'un de construire, ça n'existe pas. Et ça, la presse qui nous tarabustait à l'époque, et il y a un de ces rejetons ici, qui est des années 70, quand on allait, il venait nous suivre, il nous disait pourquoi, et ceci, cela. Plus maintenant. Vous pouvez aller à Mansoura faire ce que vous voulez. Vous pouvez démolir ce que vous voulez. Personne ne dit rien. Silence. On détruit. Et donc,